process de productisation chez Red Hat, c'est un peu compliqué, c'est beaucoup de papier, voilà. On est en cours, on espère le plus rapidement possible. Une fois qu'on sera dans un produit Red Hat, dans ce cas-là, on fera partie des souscriptions Red Hat, et donc on aura le support Red Hat qui va avec. Donc en gros, ça veut dire que derrière, il y a training, support, temps de réponse sur une requête en moins de 24 heures. Ça dépend de ton niveau de subscription, mais il y aura tout ça. Normalement, ça sera 2016, c'est sûr. On aimerait plutôt sur la première moitié. Mais bon, comme c'est vraiment un process un peu long, on ne peut pas le garantir. Et si vous avez un bug et que vous arrivez à le reproduire, voilà. Là, si vous voulez vraiment être en very top priority, c'est ça. Vous fournissez un reproducteur et là, pratiquement dans la journée, vous êtes sûr que quelqu'un va regarder. On demande aux gens des reproducteurs, c'est-à-dire des tout petits. Non, on ne virera pas Hazelcast. En fait, chacun a son use case différent. G-Group, c'est vraiment si tu connais bien ta topologie et que tu as un réseau que tu connais, que tu as installé toi-même. Hazelcast est plus dynamique. Tu as moins besoin de connaissances au début. Par contre, si tu es vraiment sur du cloud où tu ne sais pas quand les machines vont démarrer, s'éteindre, etc., une approche à la Zookeeper n'est pas déconnante. Donc, c'est vraiment des use cases qui sont différents. On va pas virer Hazelcast. Il y a même des idées de design qui seraient remplacer des choses dans ce qu'on a pour que ça soit du Zookeeper à la place de cette partie-là. Donc c'est plutôt essayer de trouver le bon outil pour le bon domaine. Et un cluster manager qui passerait partout, ça n'existe pas. Clairement. C'est trop compliqué le réseau. Si on prend les langages, quand on a commencé avec le générateur de code, on a commencé avec JavaScript, où là, il n'y a quasiment aucune contrainte, quoi. Il n'y a pas de type, enfin, il n'y a pas de notion de type. Et après, on a fait Groovy. Alors, Groovy, c'est dynamique, c'est flexible, mais ça a quand même une notion de type. Une notion de générique, et puis ça s'intègre bien avec la Java. Donc, on a dû rajouter pas mal de métadonnées, en fait, dans le générateur de code. Après, on a fait Ruby. Ruby, je ne sais plus. Non, après, il y a eu Ruby, et là, maintenant, Ceylon. Alors, Ceylon, lui, il est complètement à l'opposé du spectre. Si on fait une échelle de dynamique à statique, il est un peu diamétralement opposé, quoi, je dirais. Et de toute façon, le nivellement par le bas, c'est les capacités de la JVM. Je pense que si on rajoute un nouveau langage avec des nouvelles contraintes, on va enlever de la richesse, en fait, forcément. C'est ça que tu disais un peu. Ouais, c'est ton mais en fait, j'ai l'impression presque que tu dis l'inverse. De toute façon, on ne va pas rajouter des milliards de langages non plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme langage Sur la TX2, il y a eu PHP. Le PHP, je pense, c'est un peu comme Ruby, tout ça, quoi. C'est pas de contraintes, c'est bon. Non, mais c'est bon, de toute façon. Vas-y. Ça fait du... Voilà. Par contre, vous n'avez pas peur que ça ait une influence sur la forme des API, même Java en fait. C'est-à-dire que le fait qu'on supporte un langage va faire que telle API, on ne peut pas passer. Typiquement, on ne peut pas utiliser les paramètres avec 3 petits points, quoi. Parce que, ouais, aujourd'hui, on a ça, effectivement. Après, on pourrait penser à faire le. Non, parce qu'on en est où on est et on ne va pas en rajouter plus. Par exemple, aujourd'hui, on ne supporte pas les 3 petits points. Je pense qu'on pourrait peut-être les supporter. Après, on peut faire des trucs à géométrie variable, je dirais, avec plusieurs niveaux où certains langages implémentent certaines choses. Ce qui est un peu le cas aujourd'hui, par exemple, en Groovy ou en JavaScript, les data objects, c'est du JSON-like. Et puis en Ceylon, les data objects, c'est des vrais objets qui ont été générés, en fait, où tu peux avoir de la complétion dans ton IDE, faire des paramètres nommés, ce genre de choses. Donc, après, chaque langage interprète un peu ça. Et des choses qui ne sont pas utilisées, par exemple, en Ceylon aussi, on a rajouté dans la 3.2 des annotations pour déclarer qu'une énumération fait partie de Vertex. Et code généré, en fait, pour générer des énumérations en Ceylon, en fait. Alors qu'en JavaScript, on utilise des strings, et en Groovy, je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'on utilise. Et nous, après, en side effect, ça nous a permis toutes ces énumérations, de les réutiliser, par exemple, à des fins de documentation. Par exemple, dans la 3.2, quand on a des énumérations,
on génère pour des cheat sheets, on appelle ça, où il y a les énumérations. Alors en Java, ça peut paraître débile parce que c'est une classe, mais en Groovy, pas en JavaScript, les énumérations n'existent pas, et c'est bien d'avoir une référence centrale où il y a tous les data objects et toutes les énumérations en termes de documentation. Et bon, vous supportez JavaScript, mais comment vous gérez les évolutions de JavaScript avec ECMAScript 6, des choses comme ça? Sur le blog, il y a un post qui te propose justement d'implémenter des verticals avec ECMAScript 6. C'est pas le dernier post, c'est celui juste d'avant, donc il doit être encore sur la front page, via Babel, donc, qui transpile ton ECMAScript 6, c'est vachement dur à dire, vers du JavaScript, vers de l'ECMAScript 5, donc la version standard. Merci à tous d'être venus.